Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Anatalk, magazine économique 100% online dont la vocation est de promouvoir les expertises et les solutions Made in Africa aux défis du continent. Et des défis, l'Afrique fait encore face à des défis majeurs alors que la reprise post-Covid s'amorce, la guerre en Ukraine bouleverse à nouveau l'ordre mondial et la menace de famine en Afrique. Mais ces crises sont également des opportunités pour nous inviter à revoir notre feuille de route, à être innovants, et pas seulement sur le plan technologique, et à penser coopération sud-sud. Autant de sujets que nous allons aborder avec nos invités. Kigali s'est imposé ces dernières années comme un centre, un hub en termes d'innovation. On va essayer de comprendre à travers cette séquence et nos invités comment le Rwanda a œuvré ces dernières années pour se positionner, pour mettre en avant l'innovation technologique, mais pas que, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, et comment aujourd'hui, effectivement, il s'impose dans leur matière. Et l'idée, c'est de décrypter ce modèle et de voir comment on peut s'en inspirer ailleurs sur le continent. Et on va commencer avec Leila. Leila, IREMBO is a private and public institution, and you are in charge of all government relations. And what is interesting that today all the procedures are fully digitized. So we want to understand how you did this process and with which impact. This is really important for us because we want to understand, as you know, Rwanda today is famous for policy with zero tolerance about corruption, and I guess that this digitalization process has two impacts. Of course, across the revenue of the state, that is important, but then they're helping to fight against corruption. Thank you, Dunia. I think that when the IREMBO concept came into place, first we wanted to to see how we can simplify people's lives, especially Rwandan citizens, in terms of how you can actually get government service quite fast, but also supporting the government institution in terms of how do you simplify, in terms of service delivery, right? So the way we did it was first, how do we engage on the leadership level to make sure that they understand the concept, and also it's going to create an impact in terms of one, simplifying service delivery within the government institutions, but also increasing collection of government revenues, right? And of course, resulting into reduction of corruption. So a lot of, I would say, at the leadership level, stakeholder engagement, so that you secure buy-in. And also, while you digitize government services, you have, I would say, like a green light with the government institutions, right? Because it's technology, it's a new way of working, new procedures. And now, today, we have 106 services, to be exact. And I would say the impact is quite huge, not only on Rwandan citizens, but also even those who visit Rwanda, because you can easily apply for a birth certificate like me, and then I will get it within an hour, or even sometimes within 5 minutes, because it's just a single click on my side as a citizen, and also a single click on the side of the government officer. At the same time, someone who would want to visit Rwanda and pay for their visa, their gorilla permit, they can do it so online in a single click and pay online. And I believe today the impact on citizen is that that's simplifying service delivery within a single click and few minutes. But at the same time, even on the government side, we are reducing the paperwork, reducing the procedures, the queues, saving time in terms of acquiring the service, but also supporting in terms of government collection. And of course, that has reduced a lot of corruption. And if I also add on numbers, I would say since IREMBO has started, that was in 2015, we have collected about more than 10,000 billion Rwandan francs and served over 8 million Rwandans and foreigners. So that shows you that within
the time and adding more government services, procedures are going to be seamless in terms of service delivery. Yeah. Okay, so an ecosystem that helping to promote the development of a digital economy, but for that we need local players, and we have a lot, and we have one in particular. We have Vuba Vuba. It's a local company. Vuba Vuba, it means fast in local language in Kinyarwanda, and we have to thank you, Albert, because thanks to you and thanks to Vuba. During the pandemic COVID-19, as you know, there is a lot of lockdown, a lot of company closed and supermarket closed. But thanks to Vuba, we can eat, we can find a lot of equipment, we can find also mask and sanitarism gel. And also a lot of companies, thanks to Vuba, finally can maintain the activity that is really important. And this allowed, and this was possible because Vuba was very active and innovative. So please explain to us your experience and how you developed Vuba. Thank you. Thank you for having me. I congratulate the fact that you managed to translate Vuba Vuba into fast because it's exactly what it means. So Vuba Vuba is a platform, food and on-demand delivery platform, established in Rwanda and started by Rwanda, Made in Rwanda platform, established in January 2020, right before COVID came in Rwanda. So what happened is we saw a gap. We saw demand. And we knew very well that we were able to supply that, we were able to deliver quality to the needful people. Of course, with everyone else, no one saw COVID coming in. So we had the first COVID case in March, I think, in Rwanda, followed with a lockdown. We were literally in a very early stages, literally a 2-month-old company being hit by such a demand. Those were tough times. We think when we started, we launched an Android mobile app only, and then iPhone, iOS app came right after. So it was quite challenging because everyone needed our services. Everyone, I mean consumers and sellers on the platform, because it was almost impossible to move around town. So we had to step in terms of business-wise, but also helping people to actually get access to all these different products from their homes or offices. People were allowed to work from there. I'll say during this time it was quite challenging to acquire new customers. This was still sort of a new technology era in e-commerce and food delivery platforms. But of course, once you try it and see that what we call this Vuba Vuba, we actually get what you ordered for. You get it right in time and the right quality that you ordered for. You find that it's time saving, it's actually money saving as well. Because for people who've been in Kigali, if you can order for the same pizza, you get it at the same price as if you went to the restaurant yourself or a supermarket item, and the difference is only in Rwandan francs, 1,500 delivery fee. Everyone understands that it's actually the right time to embrace technology. So we had to be quite innovative to deliver solutions adapted to the real market, right? Taking into consideration infrastructures, internet penetration. So I'll say that we really managed to provide a solution that has been really embraced by Rwandans and people who live in Rwanda. Because currently we've managed within 2 years and a half, we're now averaging around 1,000 deliveries a day, and have successfully built a database of users which is almost closer to 40,000 in Kigali, and managed to expand to 2 more cities, Rubavu and Musanze. And we'll say that from different feedbacks, we're improving on a daily basis, and we've really been able to solve merchants and end consumers for merchants to remain in business during these tough times, and even after COVID
I'll say that we're sort of getting to the post-COVID era. People who've gotten online, we try our best to really maintain them. And thanks to us, even small businesses, people can now step into having a minimal working capital, but you manage to actually operate what I might call a ghost kitchen, a restaurant. As long as you're registered, but you don't need a huge space, you just need a kitchen, and then you can operate your business on takeaway orders. These are innovations that came in since we started, and I'll say that's been really helpful to the community. Et on va voir tout de suite justement un autre exemple d'innovation Made in Rwanda. Ceux qui sont passés par Kigali récemment ont forcément vu ces robots installés à l'aéroport et qui contrôlent non seulement la fièvre, qui détectent les états de fièvre, mais en plus qui font un certain nombre de messages de sensibilisation auprès des visiteurs, des robots qui sont également installés dans des hôpitaux et des robots qui ont tout simplement sauvé des vies au plus fort de la pandémie. Je vous laisse regarder ça tout de suite. Among the first countries to adopt the most tough measures to fight against the COVID-19 pandemic, Rwanda has got a new tool to lead the offensive. Hello? Robots designed to detect infection cases, helping healthcare staff control the wearing of face masks in public spaces, and much more. This is a Made in Rwanda innovation. High-tech solution was brought to the Rwandan government by Benjamin to support in the fight against COVID-19 pandemic. We approached the government of Rwanda and we proposed a solution that we had customized with 3 of our robots. One robot which is mainly known as Cruiser, but in Rwanda we have customized it into giving it different Rwandan names. As you can see, one of them was called Ingabo and others called Ichizere. But these names came out of the government of Rwanda, and then we had to call the robot so that we can customize them. When we proposed the government of Rwanda about these solutions during the entire pandemic and the lockdown and so forth, and we're trying to see what is going to be the optimum way to prevent the spread of COVID-19. And with this solution is that the robot can detect, with the COVID-19, abnormal temperature is one of the symptoms, and actually the primary symptom of COVID-19 patients. So the robot has the capacity to detect at least between 50 people to 160 people in a minute. This is people who are structured and unstructured people, groups of gathering. So we suggested to the government that given that some basic essential services are still provided, it would be better to have these robots in large gathering places so that they can detect people with abnormal temperature. This could increase the comfort of other people in the surrounding, in the place. And the other thing that the robot can do is mask detection. The robot could be able to detect if someone is wearing a mask or not, if the mask is worn appropriately or not, and it could give real-time alerts and alarms, and also inform the control center of the robot that they have detected someone who is not putting on a mask. And the other thing that the robot could do as well is to collect the data. Whatever information it collects, it stores this information so that it can inform new measures for the government to take. And also, in case the world is to face such a pandemic in the future, now they will have all the information on how they managed the previous pandemics so that they are prepared to manage any outbreak that may come in the future. This innovation has attracted potential clients. Several countries from the continent and elsewhere have already contacted this startup company.
Ok, Talim, c'est effectivement une chose de produire du Made in Rwanda, et du Made in Rwanda c'est de la technologie en effet, on vient de le voir, mais c'est aussi du café, c'est aussi du textile, voilà, le Rwanda aujourd'hui produit un certain nombre de choses, mais quand on est un pays comme le Rwanda qui est enclavé, qui n'a pas forcément accès à la mer et à l'océan, c'est pas facile d'accéder au marché, et de toute façon quand on est une petite entreprise en Afrique, et on sait qu'aujourd'hui l'Afrique c'est 80% de PME voire de TPE, c'est difficile d'avoir accès au marché du continent, mais aussi aux marchés européens, internationaux. Et c'est là que Madame Tazim intervient et avec sa plateforme, elle participe à exporter le Made in Rwanda à travers le monde. C'est ça, non? Ah oui, merci beaucoup, Dinia. Comme tu venais de le dire, le Rwanda est un pays enclavé, donc c'est pas facile pour nous de faire l'exportation, même l'importation, c'est pas si facile. Pour ce qui concerne le Made in Rwanda, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes de coopératives, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui s'engagent pour le moment dans le développement des produits fabriqués au Rwanda. C'est là où nous sommes venus comme Olado, mon entreprise, qui fait des technologies innovantes pour faciliter ou bien pour aider ces petites entreprises et les coopératives aussi à avoir comment optimiser leurs opérations et atteindre beaucoup de clients. Donc c'est plus ou moins ce qu'on fait. On a créé une plateforme où ces gens-là, donc ils postent leurs produits avec tout ce qui est le nécessaire. Et puis pour nous, on les aide à le faire, donc à le mettre au marché local, ici au Rwanda, et même au marché international. Ce qui nous a beaucoup aidé parce que pour nous, une plateforme ou bien pour une entrepreneur qui a accès aux différents partenaires et tout ça. Donc, on a pu avoir des partenariats avec différentes compagnies, donc des grosses compagnies de logistique qui nous facilitent donc de transporter, d'exporter ces produits qui sont fabriqués ici au Rwanda, qui viennent de différents vendeurs et dans des régions ruraux ou bien un peu partout. Donc ça nous facilite d'exporter les produits sur le coût qui est un peu modélé. On y travaille toujours, mais ça va quand même. On a commencé à exporter le café. Il y a aussi d'autres produits comme des produits organiques. Donc si on peut dire, les produits organiques sont plus nombreux qu'avant et on essaie de les exploiter d'une façon. Donc il y a deux façons. Il y a les produits qui sont considérés comme des produits finis, donc on exploite, qui sont directement consommés. Il y a aussi des produits qu'on envoie dehors qui sont utilisés comme les matières premières. Donc c'est ce qu'on fait et pour le moment on peut compter jusqu'à 220 donc coopératives et des petites entreprises qu'on travaille ensemble sur notre plateforme. Et depuis qu'on a commencé à faire des exploitations, donc nous sommes dans peu de secteurs, mais on essaie quand même d'avoir beaucoup de partenariats en dehors du pays pour avoir exporté dans tout ce qu'on a ici au Rwanda. Excellent. Et c'est ça aussi, hein, on parlait d'innovation et je soulignais que l'innovation n'était pas que technologie. Ce qui est intéressant dans l'expérience de Tadim, de cette plateforme qui est une plateforme d'e-commerce finalement, c'est les partenariats. Et c'est vrai que dans ce sens aussi, le Rwanda est un bon exemple où déjà on a encouragé les petits entrepreneurs, les petits producteurs à se réunir en coopérative pour effectivement bénéficier de plus d'accompagnement de l'État, mais aussi, comme le montre Tadim, de mettre en place des partenariats à la fois locaux, mais aussi régionaux et internationaux pour avoir plus de facilité pour aller sur ces marchés internationaux. Juste avant de continuer avec les autres invités, Tadim, on entre dans une nouvelle ère aujourd'hui en Afrique, c'est avec la ZLECAf. L'Afrique est devenue le plus grand marché mondial. Même si voilà, aujourd'hui la ZLECAf est entrée en vigueur, un certain nombre d'États l'ont ratifié, reste aujourd'hui à mettre les processus en place d'État à État. Certes, c'est un processus qui va demander du temps, mais c'est effectivement, quand même, on enregistre des avancées réelles, et malgré la Covid et tous les événements qu'on rencontre. Ça aussi, c'est une nouvelle opportunité pour toi, pour ta plateforme, pour les entreprises rwandaises que tu accompagnes? Ah oui, ça nous aide beaucoup parce que avec eux,
plus ou moins ce qu'on fait, donc on ne prend pas leurs produits seulement pour les mettre sur la plateforme et tout ça. On essaie aussi de leur montrer comment donc, ils peuvent être digital aussi. Donc, ils peuvent être digitaliser leurs produits, optimiser leurs opérations, à leur donner des programmes qui peuvent les aider à gérer leur stock et tout ça. Donc, on fait tout ça pour bien savoir qu'il y aura de la sustainabilité de ce qu'ils font. Donc, on ne veut pas décrocher des partenariats internationaux et à un certain moment, donc, tu trouves que vous n'êtes pas capable à mesure de faire, donc, d'honorer leurs commandes et tout ça dans les promesses que vous avez faites. C'est ce qu'on fait du côté de nos producteurs, des produits d'ici au Rwanda, mais aussi ce que je peux dire pour accroître nos business pour être dans d'autres pays et tout ça. Ce qu'on fait c'est une plateforme qui est en ligne, qui fait le e-commerce et tout ça. On fait. Donc, on essaie d'avoir des partenariats avec d'autres entreprises qui font le même dans leur pays. Comme ça sera facile pour nous d'avoir les produits, donc, ou bien d'avoir nos produits d'ici, de les avoir sur leur plateforme. Donc, ce qu'on fait avec la technologie, c'est juste l'intégration qu'on fait. Et puis, donc, c'est facile d'accéder à notre plateforme à partir, donc, via leur plateforme de là. C'est ce qu'on fait avec ce qu'on dit d'accroître dans d'autres pays et tout ça. Et ça fonctionne pour le moment, donc on commence petit à petit, mais ça va quand même on a commencé avec les pays limitrophes, donc d'ici en Afrique, et on voit que ça avance bien. Après, on va accroître et voir si pour conquérir le monde, pour aller même dans d'autres continents, même sur les autres continents européens. Bien sûr, mais c'est vrai, hein, c'est hyper intéressant parce qu'on a aujourd'hui une forte demande de produits made in Africa à l'intérieur même du continent. Les gens veulent consommer africain. Donc ça, c'est une très bonne chose. Merci Tadvim. Pour un peu, avant de conclure, pour un peu concrétiser ce que vous nous avez expliqué, à travers vos expériences à chacun, nous, ce qui est important à travers cette séquence, c'est encore une fois comment, non pas copier-coller, parce que chaque État a ses particularités, mais comment est-ce qu'on peut s'inspirer aujourd'hui de ce modèle rwandais et comment on peut essayer aussi d'adapter ou d'avoir des activités similaires dans d'autres pays du continent. Selon vous, chacun à votre tour, qu'est-ce qui fait qu'on peut aujourd'hui s'inspirer du Made in Rwanda et adopter dans d'autres pays africains? On va poursuivre with Leila. I think on the perspective of technology and the concept of Irembo today, I believe it's something that could be actually exported into other African countries. And looking at the way it has actually worked in Rwanda in terms of service delivery, I believe it could be actually a concept that could actually work in other countries, right? I'm even actually seeing the way, but let's say for instance in Kenya, if you wish to apply for a passport, or in Gabon, and those are the countries that I would say, a little bit familiar with. If there could be a possibility where we could have those engagements with other countries and see how we can work together so that they can actually have the same proof of concept, if need be, because even in Rwanda when we started Irembo, we needed to actually have it as in a form of a trial to just make sure that it works, right? So if those countries could actually be open so that we can work together and start in a form of a trial to see if it works, depending on the country that we start with, the impact would be the same. Imagine if all African countries can just have any government service in a single click, right? And if I can just actually apply for a visa to go visit Ivory Coast, and I don't need to, do the paperwork, go to the embassy, and I just do it in a single click, the same way that they do it when they come to Rwanda. So I believe this actually could be an inspiration thing, and that's where I would like to see Africa heading. A single click for any government service, or even any particular service that you wish to have. So engagement is key at the leadership level, and also being open to, to try things to see if they work in your market. Not be afraid. I think that would be the message I would give in terms of inspiring other African countries. Don't be afraid, I like it.
Albert, same question. How there is other, the e-commerce today is really developed in all Africa, huh? So we have other experience, but maybe you can share with the other country your experience and when finally was the most important in your experience for you. You know, to touch on that, I think there's a point you mentioned which is very important. We've all got to understand that there's no one fits all market. That's a fact, and that has been proven in different concepts. But then an inspiration in this era would be, I think, only in Africa, that's where someone can run an e-commerce platform based on cash on delivery. Because you look at the problem, the existing problem, and you be like, I'm sure if now we go to the other side of the world, there's no one who runs an e-commerce on cash on delivery. So that's a sort of innovation and adaptation that everyone should see and analyze every market differently. You know that if you're probably operating a delivery business in Rwanda, you know that it's a hilly country, 1,000 hills and probably more than that. If you're probably importing this to another country, you know that you're probably going to do deliveries, probably not on the normal motorcycles, you're probably going to use a bicycle, right? So it's about learning the market and see the need of the market. And of course, from our side, learnings that we've really had is, every time a customer trusts you, they trust you with everything, right? So like from our side, from numbers, we see that many people who place their first order, they place their orders and choose to pay cash on delivery because sometimes they are redundant and be like, if I don't receive what I ordered for. So after they've made their first order, received it in time and the right quality, then they trust you and start actually buying, everything from you. Someone who sits at the office and feel like if I need the latest gadget, smartphone, iPhone or something, because they've used you and they trust you, then that's when they comes in. So I would say that with the e-commerce and the delivery services, the customer trust is very important and very keen because if you think about it in the aspect of a customer, I'm seated at home, I want to save time and money, so I'm sending you to bring me a pizza or buy something for me, right? I want you to be my eyes, my ears, literally as if I was there myself. So it's very important to gain trust from customers. And of course, another thing is always be proactive and don't overpromise and then deliver. I'd rather, if we know that there's something going on, we all know that in this part of the world, sometimes the weather is not very friendly. It's probably raining very hard, and you know that it's going to take a bit longer. You rather manage customers' expectations rather than overpromising and then delivering. Because once a customer is really frustrated ordering online, it's very hard for that customer to be retained on the same platforms or even online in general. C'est vrai qu'il a signalé quelque chose d'important et dont on n'a pas parlé, c'est effectivement le mobile money. Hein. En Afrique, on a encore malheureusement le culte du cash. Et dans un continent où on a quand même une majorité de la population qui n'est pas encore bancarisée, on a effectivement, avec le mobile money, on arrive à avoir, y compris pour des petites entreprises, un gain de temps, de sécurité, d'argent, etc. Et ça marche très bien au Rwanda et je peux le dire parce que j'en suis une adepte, on peut payer effectivement ses factures d'électricité, son taxi, y compris son taxi moto, ses courses via Vuba, ses taxes via mobile money. Effectivement, c'est un gain de temps, ça permet aussi plus d'économie et c'est aussi un gage de sécurité, mais encore faut-il la confiance, ça c'est un élément très important. Tazim, toi qui travailles déjà avec d'autres pays africains, est-ce qu'il y a effectivement des choses dans ton expérience ou dans l'expérience rwandaise que tu penses, des best practices qui peuvent aussi inspirer nos amis d'autres pays du continent? Merci beaucoup. En parlant de la confiance et aussi de la confiance des clients et d'une service pertinente qu'on doit offrir à nos clients, mais il y a aussi pour nous qui font de l'export, il y a aussi les standards internationaux qu'on doit avoir
avec nos produits et tout ça. Et je crois qu'avec ça, c'est un grand problème parce que même avant d'avoir des marchés internationaux et tout ça, ils demandent ça. Et le standard qu'ils demandent doivent être donc consistants. Donc, ça ne doit pas changer. C'est ce qu'on fait ici avec des coopératives et des petites entreprises. Il y a des accompagnements qui se font. Donc, on accompagne une coopérative de toute sa naissance et avoir donc le montrer comment ils doivent faire et tout ça. Je crois que avec ce modèle-là, de leur donner du temps avant de les donner des certificats de standardisation, c'est plus sûr de savoir que ce qu'ils produisent, ils vont être compétents sur le marché international. Je crois que c'est ça, au lieu de faire les choses et voir, donc c'est bon avec toi, donc avec toutes les conceptions que tu as fait et tout ça, et donc tu crois que ça va être compétitif au marché international. Non, il faut d'abord avoir des standards. Il y a des standards qui sont internationaux, mais je crois qu'on doit aussi avoir des standards africains. Donc, on doit aussi créer nos propres standards parce que ce sont nos produits, ils sont fabriqués ici en Afrique. Donc, je crois qu'avec le temps, après avoir atteint les standards internationaux et tout ça, on doit savoir comment on peut créer nos standards africains. Comme ça, donc, ça sera les produits africains fabriqués en Afrique qui ont les standards africains. Donc, pour les internationaux aussi, ils doivent aussi se soumettre sur nos standards. Sinon, si on va continuer à mettre nos produits à leurs standards, si je peux dire, ça aussi, ça va changer. Donc, ça ne sera pas purement Made in Africa. C'est ce que je peux dire. Mais c'est un point extrêmement important. Merci Tadim de souligner. Effectivement, moi je prends l'exemple des produits haute technologie qu'on importe en Afrique et qui ne sont pas adaptés effectivement à nos conditions climatiques, à la poussière qu'on peut avoir. Parce qu'on c'est de la terre, hein, chez nous encore heureux, Dieu merci. On n'a pas encore gâché mère nature, on a encore des conditions malheureusement météorologiques qui ne sont pas forcément compatibles avec les appareils technologiques qu'on fabrique à l'international. Donc oui, c'est vrai. Et puis, moi, j'aime bien inviter aussi donc ces sociétés internationales à adopter nos propres standards. Et ça aussi c'est une forme d'innovation. If I can ask you just a last word to conclude, for you, qu'est-ce que c'est finalement qu'être innovant? C'est quoi l'innovation? C'est très philosophique, hein, mais concrètement aujourd'hui, oui, l'Afrique, on a plein de défis. On a des défis d'hier, l'électricité, l'énergie pour tous, l'éducation pour tous, la santé pour tous, les infrastructures. On a les défis d'aujourd'hui. On est encore dans cette période de reprise post-Covid-19. On a cette guerre en Ukraine qui a un impact également chez nous. On a les défis climatiques. Comment est-ce qu'aujourd'hui on doit être encore plus innovant pour répondre à ces challenges? Tadim. Si je peux commencer, pour moi, je crois que d'abord c'est de s'adapter, de savoir s'adapter au changement. Et en plus de ça, donc, il nous faut de regarder donc, quels sont les obstacles que nous sommes en train de faire face et qu'est-ce qu'on peut y faire. Donc, il faut d'abord regarder avec notre entourage et tout ça et avoir des obstacles que nous sommes en train, comme le Covid, quand le Covid a apparu. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont faites à cause du Covid. Donc, je crois que c'est le moment de continuer dans le même air, de voir tous les obstacles qu'on fait face et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut y faire pour continuer à vivre, pour survivre, quoi. Exactement, survivre. Leila. For me, innovation, I think she touched a really good point of adapting to change. And also, whenever you experience any obstacles, just to try and think differently. So even when in technology, I think even a lot of people associate innovation with technology, but it's not just that, because you can still apply technology but not innovate. And for me, I think that innovation would be, thinking outside the box, right? And also, what you are changing, how do you make sure that, it's impacting
you know, whether it's a product or a service you're trying to give, just making sure that it's impacting in an, you know, differently from the way that that person was getting. So innovation would be changing the ways you're doing, or changing the ways you're approaching to things, but also how do you make sure that the way you're changing, you're adapting to, you know, the current situation, but also creating impact as well. Creating impact that could have value addition, that could have simplifying anything, you know, procedures, anything really. So change and also making sure that you are creating impact, yeah, as innovation. Albert, last word is for you. Look, I think you know, my colleagues really touched very important points. I can only add a few to what they said. I think in this era in which we are, we need to spend more time actually, you know, knowing who our customers are and actually paying more attention to them, right? Because sometimes you might even have a very good solution, but then it's not adapted to the people that you're actually providing it to. So I think it's very important to listen to your consumers and your customers, so you're able to provide a proper solution to them. You know, now with the COVID pandemic, I think it has shaken really the world, all of us, and you know, for me, I look at it as a way of every time we're making project, you try always to you know, prepare for the worst, right? And now there's COVID, we don't know what happens tomorrow, so we've got to have systems that are really adapted to not to be shaken by situations that are going to happen in the world, and of course keep ourselves as the agility that we always had, so we're able to adapt. I think Leila and Tadim touched it. We've got to adapt ourselves. If there's a blocker, then you know, they're going to shut down the doors, like with probably COVID, when almost the entire world went in lockdown. The only solution was online, right? So we've got to be really prepared for the future and have agile systems that are going to adapt ourselves and adapt to the consumers' needs. And the needs. Si je peux compléter, effectivement, bon, je vis au Rwanda depuis 3 ans maintenant. Africa News Agency est basée depuis 3 ans maintenant à Kigali, et je ne prétends pas encore avoir décelé tous les mystères du success model rwandais, mais je pense que si je peux compléter vos avis à tous, moi il y a quelque chose que je trouve extrêmement important qui marche au Rwanda et qui fait que ça marche au Rwanda et qu'on ne sait pas faire, je pense, ou pas encore dans nos autres pays africains. C'est comment, effectivement, il y a un leadership très fort, mais il y a aussi une adhésion, en fait. Il y a un leadership qui fait en sorte que dès qu'il y a une décision importante, comme mettre toutes les procédures administratives en ligne, il faut que le citoyen comprenne, il faut qu'il trouve son intérêt, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit clair pour lui. Il y a cet effort aujourd'hui, à travers ce mode de gouvernance au Rwanda, pour aller vers la population, pour expliquer ce qu'on fait à la population et quel impact cela va avoir sur leur niveau de vie et finalement sur le pays. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Thank you, merci beaucoup à tous. On va continuer à vous suivre, on va continuer à s'inspirer de vos réussites et je vous dis à très bientôt. Merci. Hello, I'm Omar Dair. I'm the British High Commissioner to Rwanda. The High Commission works with our partners in Rwanda on a big range of things, whether it's development, whether it's promoting trade, whether it's supporting good governance and building cultural links between our two countries. Yeah, so a good way of sort of thinking about it is our recently announced new international development strategy, and that has 4 main strands, all of which I think apply here in Rwanda. The first one is on building investment partnerships. So we work with UK businesses to encourage them to invest in Rwanda. We see good examples of that already, particularly in green technologies. We have some good businesses that work in that area. The second area is particularly on women and girls.
And for us in Rwanda, what that means is our large program on education. And we're increasingly focusing that on learning outcomes for girls, because we think that if girls succeed, then that helps the economy and the development of the country. And of course, we see in Rwanda a lot of really great examples of women leaders. So we'd like to encourage the next group of those people. The third area is support on humanitarian, which is a really big priority for the UK across Africa and across the world. We obviously don't have humanitarian crises here in Rwanda, but what it applies here is our support on social protection. So we provide funding for those who are at the very bottom of the income scale, who need support to pull themselves out of extreme poverty. And then the final area is working on some of the really big global challenges that we face at the moment. And two of those that are really key here are climate, where we are very strong partners. And in the wake of COP26, which we hosted in Glasgow, we work closely with the Ministry of Environment on environmental projects, on protecting nature, and then also on tackling health issues. So with the COVID crisis, we have had a partnership where we've donated vaccines here, we're donating personal protective equipment as well, and so we're trying to promote those partnerships. Yes, well, I'd say that the UK partnership with Africa has been really strong for a very long time. So it's not just post-Brexit. I think what you have seen post-Brexit, though, is the UK government thinking particularly about how we build new trade partnerships on our own with African partners. We're working on that with the East African community at the moment. But we're also thinking about the role that African countries can play as really important actors on the world stage. I mean, for example, when you look at the response to Russia's illegal invasion of Ukraine, discussions at the UN and other fora really depend on votes and votes from countries in Africa and elsewhere across the world. And then there's also just a historic link between the UK and lots of our partners in Africa. We have a lot of education links where people go to study in the UK or have spent time working and living in the UK, and we want to encourage that sort of exchange when it comes to building economic partnerships, but also in terms of those sort of cultural links. I think what we're seeing is that the Commonwealth is becoming more important all the time. And this event in Kigali next month is going to really highlight the importance of the organization, because the Commonwealth is a family of 54 member countries and it covers about a third of the world population. So it's a really big organization. And so we think it can play a really important role in tackling some of those big challenges that I've talked about, whether it's talking about how do we work together to promote intra-Commonwealth trade. We're very keen to see the level of trade between Commonwealth countries increase. So I think there's a lot they can do on those kind of issues. But it's also about our shared values. I think one of the things that the Commonwealth is really good at is promoting the things we all believe in and all commit to. We all commit to respecting human rights, to promoting the rule of law and good governance, and the Commonwealth can do a lot to really shape that and to develop programs that take that forward within all Commonwealth member countries. And then I think for Kigali and for Rwanda, it's going to be a really important moment because it's a chance to shine on the world stage. We know that Rwanda can host these global events really well. We've just seen the Sustainable Energy for All conference. We've got the ITU conference coming up. So we know that Rwanda can do it. But this is going to be the biggest one of them all. We're expecting many heads of government, including my own, who will come here. We're expecting Prince Charles to be here as acting head of the Commonwealth in place of the Queen. So it's the eyes of the world will be on Rwanda. And I think it's a chance to show how Rwanda is ambitious, not just about its own development, but about the role that it can play in tackling some of these global issues. So whether it's developing new green technologies, whether it's supporting the rights of women and girls and supporting female entrepreneurs, that sort of thing. And I think there'll also be a real focus on youth, because the Commonwealth is a very young community. I think about 30% or more of the population are under 18. So really thinking about how can we
use that energy and that potential of the young people across the Commonwealth to drive progress and development for all our members. Bonjour Didier, écoutez, on est ravis de vous recevoir sur cette édition d'Anatalk et puis on va parler avec vous, comme de coutume, de PME. Et la première question que j'aimerais vous poser, parce qu'en plus vous avez récemment pas mal baladé, vous êtes pas mal baladé sur le continent, donc vous allez nous apporter des informations fraîches. Comment vont nos PME? Bonjour Dunia, ravi d'être là. Alors, les PME ne vont pas très bien, honnêtement, et ce n'est pas très surprenant puisque la crise sanitaire reste toujours active dans beaucoup de pays où il y a toujours des couvre-feux, des semi-confinements, avec malheureusement des réponses publiques qui ont été apportées aux PME qui étaient largement insuffisantes. Pour vous donner une idée, dans les pays développés, le soutien au secteur privé a représenté 20 à 25% du PIB de ces pays, tandis que sur le continent africain, on parle plutôt de 1 à 3% selon les pays. Or, c'est le continent où les PME souffrent le plus parce qu'elles ont déjà beaucoup de difficultés d'accès au financement, au marché, et paradoxalement, c'est là où elles ont eu le peu d'accès au financement ou au soutien, en tout cas public. Alors, quelques PME ont eu un soutien pendant 2-3 mois, et puis les programmes se sont arrêtés. Et donc, en résumé, la planète PME souffre énormément en Afrique, d'autant plus que quand vous prenez en réalité cette planète PME, comme je l'appelle, qui est estimée à plus de 100 millions de petites et moyennes entreprises, la grosse majorité, ce sont vraiment de très petites entreprises qui ont entre 1 et 10 employés. Et sur ce volume, vous avez à peu près 80% de ces petites entreprises et moyennes entreprises qui sont dans l'informel. Et donc, ça rend encore plus difficile leur accès au financement. Donc, en résumé, les PME en Afrique continuent de souffrir et j'espère que nous aurons des programmes plus massifs de soutien dans les prochains mois. Alors justement, si on peut aller un peu plus dans les détails et en parler de ces programmes. Didier, vous le dites, hein, et c'est effectivement une chose connue, non seulement quand on parle de reprise économique, puisqu'on essaie de la booster, cette reprise économique post-Covid, forcément, là où il faut mettre le paquet, c'est sur le soutien aux PME. Comment est-ce qu'on pourrait être plus innovant, parce qu'il s'agit de parler d'innovation, comment être plus innovant et mettre en place des programmes qui soient réellement adaptés à la réalité de nos économies, où on a effectivement essentiellement des TPE, donc on n'est même pas sur des PME, mais c'est essentiellement des TPE, et pas mal de monde qui gravite autour dans l'informel. Donc finalement, comment les soutenir, mais avec des programmes peut-être plus adaptés et peut-être plus innovants. Est-ce que vous avez vu et entendu des initiatives justement que vous avez trouvées pertinentes et intéressantes avec un réel impact? Alors, vous savez, en Ouganda, par exemple, ce n'est pas forcément un modèle qui fonctionne, ce n'est pas mon point, mais c'est que typiquement, j'ai rencontré une banque qui a un incubateur en Ouganda avec lequel nous allons travailler, qui, parce qu'elle a réussi à identifier très en amont certaines TPE ou PME qui sont rentrées dans un programme d'incubation, la banque, du coup, a réussi à modéliser le type de financement qui pouvait correspondre à ces petites et moyennes entreprises, avec justement le suivi qu'il fallait. Et donc, bien souvent, la question du suivi de ces entreprises est cruciale. Et quand on dit soutien aux PME, il ne s'agit pas simplement de soutien financier, mais j'adore travailler autour de cette espèce de triptyque, capacity building au renforcement des capacités des PME, c'est-à-dire leur donner la possibilité d'avoir les bonnes ressources humaines qu'il faut, d'avoir la bonne organisation qu'il faut, d'avoir les bons outils, un site internet, une brochure, un peu de marketing, c'est des choses aussi simples et qu'on appelle donc le soutien au renforcement de leurs capacités. Donc ça va avec la question du financement et la question de l'accès au marché. La question de l'accès au marché, typiquement, on aurait pu imaginer dans ce contexte de crise sanitaire que l'État puisse faire appel à une querelle de PME
pour, par exemple, participer à cette campagne de vaccination, participer aux campagnes de dépistage, participer aux campagnes de soutien alimentaire aux populations qui étaient démunies, en s'assurant que l'approvisionnement se fait par les PME qui sont dans l'agroalimentaire, donc en les insérant dans des dynamiques de projets publics. Donc, si on raisonne sur ces trois dynamiques, on commence à avoir une réponse un peu plus cohérente. Et quand je donne l'exemple de cette banque, c'est parce que la banque connaît un petit peu ces PME, qu'elle a réussi à leur apporter des réponses avec parfois même des financements qui sont passés à travers les plateformes digitales lorsque ces PME ne pouvaient pas avoir accès à elles à l'intérieur des pays. Et donc, ça, c'est une expérience qui me semble intéressante parce que en amont, on a su identifier ces TPE-PME, les accompagner en termes d'incubation et du coup apporter des réponses un peu plus adaptées. Alors, on parlait d'innovation et je parlais de cette approche digitale de financement. En Afrique du Sud, où bien sûr la réponse a été entre guillemets annoncée comme étant un des programmes les plus ambitieux de soutien aux TPE-PME pendant la période de Covid. Et puis finalement, j'y étais, pareil, beaucoup de PME m'ont dit, non, 1 à 2 mois, on a vu arriver des financements et puis après, on n'a plus vu de financement. Donc ça a été également une réponse finalement assez décevante sur la durée. Et là, ce qui était intéressant, parlons de digitalisation, si vous vous souvenez, lorsque nous avions fait le forum des PME en 2019, nous avions invité un certain nombre d'acteurs de la digitalisation en matière de financement de TPE-PME qui avaient réussi en une année à mobiliser, en tout cas à octroyer plus de 500 millions de dollars de financement des TPE-PME. Et en Afrique du Sud, en rediscutant avec de ces opérateurs de financement digital, qui m'ont dit effectivement qu'elles ont réussi à suivre certaines de leurs TPE qui étaient déjà sur leur plateforme et qui ont pu bénéficier de soutien financier, pas des montants très élevés, mais qui quand même, quand on parle d'une toute petite entreprise qui peut-être a besoin de 2 000 $, de 3 000 $, 5 000 $, arrive à trouver des réponses à travers ces plateformes digitales. Je trouve que donc c'est encourageant parce que ça permet de les cartographier et de voir comment leurs besoins ont évolué pendant cette crise qui était vraiment difficile. Donc, voilà 1 ou 2 exemples qui, à mon avis, sont intéressants à regarder de près. J'aimerais aussi qu'on s'intéresse à des contre-exemples, sans fâcher personne, mais sans citer personne, on n'est pas là, c'est pas polémiquer, mais pour comprendre. J'aimerais prendre l'exemple de ces compartiments PME que plusieurs bourses ont mis en place. Voilà, ça a été présenté effectivement comme des initiatives intéressantes et il y a eu pas mal de communication et de bruit, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, autour de ça. Au final, plusieurs années après, on se rend compte que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui coince? Et finalement, pourquoi ce type de programme, encore une fois, ne fonctionne pas adapté à nos réalités locales, pas assez de moyens mis en place, à la fois humains, financiers, etc. Ou peut-être juste aussi toujours se fausser entre des institutions publiques qui font des propositions et au final des PME qui sont le nez dans le guidon et qui n'ont pas forcément toujours accès à l'information. Alors, dans l'absolu, c'est une bonne manière de mobiliser des ressources pour les PME. Et quand vous regardez par exemple en Chine, il y a une quinzaine de jours, donc ils ont mis encore en place une bourse des PME spécialisées dans le digital. Et ces PME, ces TPE vont mobiliser des milliards de dollars certainement parce que le marché est relativement mûr et profond. Alors, il y a à mon avis 2 sujets. Le premier, c'est que d'abord, une PME, une TPE, naturellement, lorsqu'elle se tourne vers le marché, va d'abord voir le banquier. Or, quand vous l'amenez déjà sur le marché financier, ça veut dire qu'il faut déjà qu'elle soit assez mûre et qu'elle ait assez de data et qu'elle accepte d'ouvrir en fait son capital au marché parce que vous allez céder en fait une partie de vos actions, donc de votre capital au marché. Et donc, c'est déjà une étape assez importante dans la vie d'une PME qui peut-être déjà dans un premier temps accepterait déjà d'ouvrir son capital à un fonds d'investissement puisqu'elle peut parler à quelqu'un. Un fonds d'investissement, quand vous l'ouvrez, vous allez discuter avec les gestionnaires du fonds
qui vont vous rendre visite, qui vont discuter avec vous, qui vont vous aider dans votre programme de développement. Et vous allez à un moment donné avoir suffisamment confiance pour ouvrir votre capital à ce fonds d'investissement. Là, on dit ouvrir le capital à des gens que vous ne connaissez pas sur un marché. Donc, il y a peut-être encore une étape qu'il faut faire passer à nos PME avant qu'elles n'aillent sur le marché financier, qui est une autre étape. Donc, je dirais, il y a une question aussi de pédagogie, de question de confiance, de mise en confiance de ces PME avant d'aller sur le marché financier. Alors, deuxièmement, côté marché financier, on sait pertinemment que ces marchés ne sont pas assez profonds, donc en termes souvent de liquidité aussi, et puis aussi de connaissance de ces acteurs PME, parce que pour que quelqu'un achète des titres émis par une PME, il faut aussi avoir confiance dans ces PME. Donc, je pense que le marché peut-être aujourd'hui n'est pas encore assez mature pour accueillir ces PME, et donc c'est dans les deux sens. Donc, il faudra peut-être encore un peu plus de temps pour que ces compartiments PME attirent suffisamment de PME, mais aussi que les investisseurs soient assez confortables pour acheter ce genre d'actifs. Mais clairement, c'est une innovation, hein. C'est une opportunité pour les PME et ça va demander probablement encore un peu plus de temps. Malheureusement, du temps. Dans ce contexte, on n'en a pas forcément. Alors, on va faire par contre un retour là dans le passé. Ce qui est amusant, Didier, c'est qu'on a commencé l'année 2021 avec vous et on faisait le point justement à la fois sur 2020 qui avait été annoncé au final comme une année chaotique pour l'Afrique. Ça n'a pas été le cas. On a beaucoup parlé de résilience et d'innovation, notamment digitale et pas seulement. Au final, 2021, beaucoup d'espoir, mais on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de stagnation parce qu'effectivement, on est toujours dans ce contexte Covid. Et si on pouvait un peu se projeter dans un avenir qu'on espère rayonnant pour nous tous, que nous réserve 2022, cher Didier? Alors là, nous avions pensé pouvoir lire dans la boule de cristal en 2020 et finalement, on n'a pas réussi. On s'est dit 2021, la boule était un petit peu plus d'aller nous éclairer, mais pas davantage. Alors, je ne m'aventurerai pas sur 2022. En revanche, ce que je pourrais dire simplement, c'est qu'on voit bien que la reprise est très cyclique avec la crise pandémique qui va et qui vient. Et quand on voit encore les mesures de confinement qui s'annoncent, on a plutôt le sentiment qu'on va être encore dans un cycle haussier, baissier, donc avec beaucoup d'incertitudes. En revanche, l'enseignement de ces 2 dernières années, donc 2020-2021, c'est que clairement, s'il n'y a pas de programme massif de soutien à l'économie, et notamment aux PME en Afrique, beaucoup vont encore mourir. Et beaucoup sont mortes entre 2020 et 2021. Donc, je dirais la réponse doit être beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus forte qu'elle ne l'a été. Donc, ça, c'est, je dirais, la première réponse qu'il faut qu'on apporte. Deuxièmement, qu'on accélère la digitalisation de tous les processus et de la transformation économique de ces PME et donc de nos économies. Et puis troisièmement, et ça c'est en lien avec le forum des PME que vous connaissez bien, c'est qu'il faut fonctionner en termes de coalition. Et vous savez que la BADEA, donc la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, lorsque nous sommes séparés en 2019, avait pris l'engagement de porter ce programme de coalition de soutien aux PME et qui a donc fait l'objet d'un lancement au Caire en novembre 2021, cette année. Et donc, l'émission qui sera diffusée en 2022 devrait voir la mise en place de cette coalition à travers une réunion qui est prévue justement à Kigali, probablement durant le premier trimestre 2022, où les différents acteurs de la coalition, que sont les banques de développement, les fonds de garantie, les banques d'investissement, les banques commerciales, les fondations qui aujourd'hui œuvrent au soutien des PME pour qu'il y ait un programme cohérent d'appui où chaque acteur de la coalition va jouer son rôle. Jusqu'à présent, c'est que chaque acteur prenait des initiatives de manière isolée. Or, on voit bien que c'est une réponse globale, concertée, qui doit avoir plus d'efficacité. Donc, je pense que peut-être la bonne nouvelle de 2022, c'est cette fameuse coalition qui devrait voir officiellement le jour avec des réponses plus concertées, des mesures plus ambitieuses et plus cohérentes d'appui aux PME
avec des programmes qui auront lieu dans différents pays qui devraient être soutenus par la coalition. Donc, à côté de tout ce que j'ai dit, où on n'a pas assez de visibilité, au moins la seule que, en tout cas, nous avons pour l'instant, c'est cette coalition qui a réuni des acteurs extrêmement enthousiastes et qui sont prêts à s'engager en 2022 aux côtés des PME, avec un focus particulier sur les femmes et les jeunes entrepreneurs. Et donc, c'est peut-être la bonne nouvelle qu'on peut annoncer pour 2022 pour l'instant. C'est déjà bon à prendre. Mais de toute façon, cette coalition, effectivement, est un projet extrêmement ambitieux et on a pu le suivre et voir qu'il y avait des acteurs qui déjà sont extrêmement importants, qui se sont réunis. Donc, si effectivement ça donne ses fruits, on en sera ravis. On sera ravis de vous accueillir à Kigali à ce titre. En attendant la prochaine édition du forum, de votre forum, SME Forward Junction, poursuit toujours avec beaucoup d'intérêt d'ascension et donc ce sera en 2022. Absolument. Merci encore pour votre Merci beaucoup et à très bientôt. Bonjour, je suis Georges-Éric Moukouna-Lobing, 42 ans. Je suis né à Bruxelles, j'ai grandi à Lille, j'ai fait mes études universitaires à Montpellier en économie-gestion, ingénierie financière et traitement statistique. À la suite de quoi j'ai pu avoir quelques expériences dans le milieu professionnel, au niveau commercial, au niveau financier, au niveau logistique et au niveau du développement communautaire. C'est grâce à toutes ces expériences que j'ai pu par la suite, avec plusieurs personnes, mettre en place la structure Entre Terre et Ciel, donc ETEC, dont je suis l'un des administrateurs. Alors, Entre Terre et Ciel, donc ETEC en sigle, nous l'avons créé en 2009 avec pour vocation de mettre en place des projets de développement communautaire sur 4 piliers principalement. Le premier étant le funéraire, que nous avons mis en place en 2011, puis l'agriculture, que nous avons mis en place en 2015, puis viendra l'environnement, notamment sur son volet assainissement en 2018, pour finir avec les médias en 2020, ETEC Média. Et donc là, cette année, nous avons décidé de mettre en place un 5e volet qui sera ETEC Tourisme. Donc voilà, ces 5 piliers sont donc les leitmotifs de notre organisation Entre Terre et Ciel, qui a pour vocation, comme je dis, à faire des projets à développement à impact humain et développement social. Raison pour laquelle aujourd'hui nous nous présentons à vous pour vous expliquer un peu ce que nous faisons. Alors dans le cadre du funéraire, vous l'aurez compris, c'est surtout la sensibilisation pour remettre en place la dignité du respect aux morts. Dans le cadre de l'agriculture, c'est de mettre en place un circuit court en développant des réseaux de ce qu'on appelle les VAM, le village agricole modèle. Et puis au niveau de l'assainissement, nous avons mis en place particulièrement une approche tournée sur la vulgarisation de l'importance de la valeur déchet avec nos personnages qu'on appelle les Super 7. Au niveau des tech médias, nous avons vocation justement à pouvoir vulgariser et sensibiliser autour de ces 3 premières actions, comme je l'ai dit, au niveau du funéraire, au niveau de l'agriculture et au niveau de l'environnement. Et Tech Média va pouvoir suppléer au 4e pilier qui ont été mis en place donc en 2021, qui sera le tourisme. Donc voilà un peu ce que représente Entre Terre et Ciel aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'investir en Afrique peut paraître risqué, au regard du retard que nous accusons à la fois sur le gap technologique, industriel, agricole, environnemental, mais nous avons quand même 2 forces. La première, c'est d'abord la richesse de nos sols et de nos sous-sols. Il ne faut pas oublier la capacité que nous avons aussi bien dans les minerais que dans les eaux et forêts, notamment en parlant de la République démocratique du Congo, mais c'est aussi le cas pour nos voisins africains, quelle que soit leur localisation. Et nous avons cette 2e force qui est la jeunesse. La jeunesse africaine, d'ici 2050, va représenter 35% de la jeunesse mondiale. Donc c'est une jeunesse avec laquelle il faut compter et c'est une jeunesse dans laquelle il faut investir. Donc le capital humain pour le challenge africain sera quand même le plus important. Bonjour Beli Guéraud et merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette édition d'Anna Talk spéciale innovation. Donc pour les lecteurs d'Anna, on vous connaît un petit peu et on a déjà eu l'occasion de parler de vous, sauf que vous êtes toujours un Ivoirien, mais vous étiez un Ivoirien de la diaspora, parce que vous avez passé une vingtaine d'années au Canada. Mais aujourd'hui, on vous retrouve à Abidjan, puisque vous êtes effectivement
Repact, vous avez fait le choix du retour at home, mais vous n'êtes pas rentré les mains vides, vous êtes rentré avec une solution innovante et vous allez nous en parler. Mais juste avant, il serait quand même intéressant de revenir sur votre parcours. Il était une fois que Belly. Racontez-nous ça. Merci Dunia. Et effectivement, j'ai fait une vingtaine d'années à l'étranger, dont la plupart au Canada, où j'ai eu, on va dire, des diplômes en ingénierie, aussi après une maîtrise en mécanique des fluides. Donc, vraiment un domaine très poussé. Après, j'ai travaillé à peu près 8 ans à Bombardier, comme dans l'analyse des défaillances. En réalité, quand les avions, on va dire, s'écrasaient, ou bien il y avait un problème sur l'avion, on nous appelait pour les autoriser à voyager ou pas. Donc, effectivement, c'était un gros détournement parce que après, j'ai démissionné de mon poste de Bombardier pour aller dans la finance où j'ai créé effectivement Galerie Financière, qui est une firme de financement immobilier, financement commercial, où j'accompagnais les entreprises canadiennes et les Canadiens même dans leur processus d'investissement. Donc, effectivement, aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire depuis à peu près 1 an maintenant et ça se passe super bien. Et comme tu l'as dit, je suis revenu ici avec une belle solution que j'aimerais proposer à toute l'Afrique. Alors justement, on va en parler. Colosso, tu vas nous en expliquer le concept et puis déjà le nom, hein, parce que le choix du nom n'est pas du tout dû au hasard. Non, c'est pas du tout dû au hasard parce que Colosso, déjà, c'est une entreprise, c'est une fintech canadienne qui a été créée par Sidi Kouyaté, qui est un Malien d'origine, un Canadien d'origine malien. Que Sidi, il a travaillé dans différentes firmes internationales et il a travaillé en cybersécurité, il a travaillé en informatique et il a eu un petit problème à l'époque. En gros, c'était le transfert d'argent de la diaspora vers l'Afrique. Il y a eu un gros problème. Tous, hein. Et qu'on connaît tous, en fait. Quand on est à l'extérieur, on veut ramener de l'argent, on va dire, à la maison pour accompagner sa famille. Lui, dans son cas, c'était dans le cas du décès de sa mère. Donc, c'était un événement très, très, très émouvant pour lui. Mais malheureusement pour ça, il n'a pas pu, en gros, le faire à temps. Parce qu'en gros, le système à l'époque, la technologie à l'époque n'était pas assez rapide. Donc, il a eu l'idée, effectivement, de créer Colosso. Colosso qui veut dire en bambara, maison des Coris. Maison des Coris, c'est tout simplement la Cori à l'époque, comme tu le sais, c'était la monnaie qu'on utilisait pour les échanges. Ok. Maison aussi, parce qu'en gros, il voulait montrer le caractère sécuritaire de notre entreprise. Donc, il a créé ça et en 2015, il a développé on va dire, de la diaspora vers l'Afrique. Il a pu effectivement, on va dire, développer un système technologique qui a permis d'envoyer de l'argent directement sur les téléphones des Africains qui se retrouvent là. Et tout ça d'une manière gratuite. Par la suite, il a comme en 2016-2017, obtenu en gros le prix de la fintech la plus sécuritaire au Canada. Donc, il y a une belle reconnaissance de ses pairs au Canada. Aujourd'hui, nous sommes installés en Afrique. Nous sommes installés dans 32 pays africains, dont moi, je suis le directeur général ici en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai la lourde tâche, comme tu peux le savoir, de développer et de déployer Colosso ici en Côte d'Ivoire. Et au-delà, en Afrique. Puisque effectivement, il y a les transferts de fonds de la diaspora vers le continent. On sait aujourd'hui l'importance de ces fonds. On l'a vu encore plus pendant la Covid. C'est-à-dire que ces fonds font entre 3 et 4 fois la valeur de l'aide au développement. Donc, on a des fonds des valeurs de fonds extrêmement importantes. Et on a aussi aujourd'hui des besoins intra-Afrique, donc c'est-à-dire d'un pays à l'autre sur le continent. On a aussi une diaspora à l'intérieur du continent, mais aussi on a des besoins à l'intérieur même du même pays. Et on a aujourd'hui surtout cette masse de population qui ne sont pas bancarisées. Donc là, justement, dans quelle mesure Colosso aujourd'hui est innovant et nous a apporté cette solution qui a un des défis majeurs du continent, quand on sait que notre économie repose sur l'informel majoritairement. Le défi, c'est d'aller chercher ces fonds extrêmement importants, mais qui gravitent hors des circuits traditionnels, d'aller les chercher et de les bancariser. Donc, comment Colosso a trouvé cette solution et comment il veut la déployer à travers le continent? Mais déjà, c'est un très bon point. La crise de la Covid nous a tous montré qu'il y a un gros problème, on va dire, de transfert des fonds parce qu'on a besoin effectivement, de faciliter le transfert des fonds, de faire des paiements à distance et de transférer, d'envoyer de l'argent, on va dire, à ces personnes-là qui en ont besoin vraiment, la famille, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, Colosso se positionne, comme une carte qui va faire le pont entre l'extérieur, je dis l'extérieur, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis, l'Europe et l'Afrique parce que on a développé un système sécuritaire qui permet de
le faire. Et surtout, comme tu l'as dit, aujourd'hui, la carte Colosso permet effectivement de transférer de l'argent à pratiquement, je dirais, 150 banques africaines. Donc, vous avez aujourd'hui une carte Colosso, vous avez la capacité de transférer dans n'importe quel compte bancaire de l'argent ici sur le continent africain. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la carte Colosso veut être centrale. Centrale, on va dire, pour désenclaver toutes ces personnes-là qui sont en gros isolées, économiquement isolées, en gros, dans leur manière de faire quotidien. En gros, on va plus loin encore. Tu as parlé effectivement du secteur informel. Aujourd'hui, nous, notre business model est tourné vers le secteur informel. Et notre business model était construit vraiment typiquement pour l'Afrique. Un, parce que nous sommes une entreprise africaine, le CIO il est africain, ça c'est important de le préciser, parce que lorsque, lorsque les Africains créent quelque chose de valeur, c'est hyper important aussi de les soutenir. Donc moi je tiens à vous préciser que c'est même pour ça que j'ai fait le choix de venir ici en Afrique, parce que cette valeur-là que Sidi Kouyaté avait m'a interpellé et c'est pour ça que je suis venu ici. Donc aujourd'hui, le business model est tourné vers le secteur informel. Qu'est-ce qu'on propose concrètement? Et comment aujourd'hui, quelle est notre proposition de valeur? On émet des cartes Colosso qui sont en gros automatiquement, on va dire, individualisées. Je m'explique. D'abord, la carte Colosso, elle est gratuite. Okay? On va distribuer, nous sommes des processeurs, donc on fabrique nous-mêmes nos propres cartes. On distribue gratuitement nos propres cartes. Après, par la suite, tous les frais de transfert d'argent sont gratuits chez nous. Et en plus, par rapport aux frais de rechargement sont à peu près 4 à 5 fois moins chers que ce qui se fait sur le marché. Parce que là, aujourd'hui, on s'adresse vraiment au secteur informel. Comment, selon toi, Dunia, aujourd'hui, je peux citer la Côte d'Ivoire, il y a pratiquement 80% de la population qui n'est pas bancarisée. 80% de la population. Deux problèmes, en fait. Bon, j'en vois plusieurs, dont par exemple aujourd'hui les banques, les institutions financières n'ont pas obligatoirement des offres pour cette population-là. Et aussi, important, cette population-là n'a pas aussi confiance à ces banques-là. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est d'offrir des solutions, technologiques, numériques, à très bas coût pour répondre à la population et surtout des solutions effectivement qui vont permettre effectivement une réelle inclusion financière. Moi, quand j'étais au Canada, j'ai eu mon premier bien immobilier. Tu sais comment? La banque m'a appelé, ma banque m'a dit, Guéro, Béli, est-ce que tu as besoin d'un financement pour acheter de l'immobilier? Et j'ai acheté mon premier bien immobilier sans frais, sans argent et sans mise de fonds. Et c'est parce que la banque, c'est la banque canadienne, toutes les banques canadiennes le font. On va aller les voir. Toutes les banques canadiennes le font. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, la banque canadienne me connaissait, elle connaissait mon comportement, elle savait comment je travaillais, elle avait confiance en moi. Et moi aussi, à l'époque, j'avais confiance en ce système-là. Qui fait que, concrètement, c'est ce système-là qu'on veut apporter ici en Afrique. Pourquoi la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, premier producteur en agriculture, etc., pourquoi aujourd'hui ces banques-là n'accompagnent pas ces agriculteurs? Parce qu'on ne les connaît pas. Aujourd'hui, Colosso va apporter un système avec un business model. On va investir effectivement dans la technologie pour offrir cette technologie-là à la banque, pour offrir aussi cette technologie-là aux individus, qui va permettre effectivement une meilleure cohésion et une meilleure consommation, je dirais. Parce que tout passe par la connaissance et après par le financement. Donc, en fait, en réalité, c'est ça, en fait. C'est ça notre modèle. Non, mais c'est un modèle hyper ambitieux et effectivement qui répond à un certain nombre de défis majeurs qu'on connaît à la fois en Côte d'Ivoire mais à travers l'Afrique. Donc justement, là vous avez fait un petit peu, vous avez un peu testé le produit, si je peux me permettre l'expression, en Côte d'Ivoire. Comment, je suppose que bien sûr, la Côte d'Ivoire c'est déjà le hub de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est la porte d'entrée du marché ouest africain. Donc je suppose que vous avez déjà l'idée de le déployer sur d'autres pays, c'est peut-être déjà fait. Et puis comment vous allez aujourd'hui porter cette solution à travers le continent et peut-être pourquoi même au-delà du continent, puisqu'on a aujourd'hui à travers la planète, un habitant de la planète sur deux n'est pas bancarisé. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est pas que la France. Ça, c'est important ce que tu dis. Écoutez, j'avoue que notre solution est très simple. En fait, au plus de la solution, au plus des cartes de paiement qu'on offre, on va aujourd'hui faire de l'agency banking. De l'agency banking, c'est, on va dire, être des banques de proximité. On a tout dernièrement obtenu en gros une licence pour le faire, qui va faire qu'aujourd'hui, nous allons mettre en place dans différentes localités éloignées de la Côte d'Ivoire, on va dire des banques, en gros des agences Colosso, qui vont permettre effectivement de servir des institutions financières. Et quand on va rentrer dans les agences Colosso, on pourra effectivement ouvrir un compte bancaire,
faire un dépôt de l'argent dans son compte bancaire, et ça, gratuitement. Et c'est hyper important. Parce que l'objectif, c'est de se rapprocher de la population pour ne pas aussi qu'il y ait de l'exode rural, parce que c'est un gros fléau ici en Afrique, ramener les personnes du village vers les villes pour tout simplement créer un stress dans les villes. Donc, c'est un gros problème. Donc, nous, notre objectif, c'est de se rapprocher de cette population-là, de désenclaver d'une manière économique cette population-là avec une solution de paiement, avec une solution digitale qui va tout simplement créer un système, un écosystème de confiance où tout le monde pourra utiliser. Et ça, ce qu'on fait aussi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de mettre en place au Sénégal, au Mali, au Bénin, au Rwanda, dans à peu près 30 pays africains. Moi, je suis aujourd'hui directeur général de Côte d'Ivoire, mais j'ai mes chers collègues au Bénin, au Sénégal, qui font aussi ce même travail. Et très important, on essaie de reproduire ce même modèle-là partout. Parce que, vous savez, en Afrique, c'est le même problème partout. La connaissance, l'information et l'accessibilité. Et c'est ça aussi, on essaie de régler à travers cette solution technologique qu'on apporte aujourd'hui. Je voudrais également bénéficier de l'opportunité que vous me donnez pour mettre l'accent sur le fait que ce qui se passe actuellement dans le monde, donc la crise russo-ukraine, on a eu également donc, le Covid et bien sûr les effets du changement climatique. Donc cette problématique relative à la donne alimentaire mondiale est une véritable aubaine pour l'Afrique. L'Afrique est véritablement le grenier du monde. Nous avons plus de la moitié des terres arables, nous avons un potentiel hydraulique qui ne dit pas son nom et nous avons également donc un potentiel humain. Et nous avons les femmes qui sont au cœur justement de l'action. On a plus de 70% de femmes qui assurent la production alimentaire en Afrique. Et c'est avec elles qu'il faut avancer. Il faut les former, il faut assurer effectivement leurs besoins en termes de financement. Il faut leur octroyer bien sûr donc des terres afin qu'elles puissent aller beaucoup plus loin. Avec les femmes, on ira vraiment plus vite et bien sûr on résoudra cette équation de la sécurité alimentaire et pourquoi pas de la souveraineté alimentaire pour l'Afrique. 1,2 milliard de dollars levés par les startups, les jeunes startups africaines dans le secteur de la fintech, rien que pour le premier semestre 2022. C'est encore une fois un des secteurs les plus attractifs de l'écosystème panafricain, de l'écosystème technologique panafricain. On l'a vu, qui atteint des records en termes de levée de fonds et qui attire aussi de plus en plus d'investisseurs et qui compte aujourd'hui de plus en plus d'acteurs sur le continent, qu'ils soient à la fois locaux ou internationaux. Reste à savoir si le secteur aujourd'hui atteint tout son potentiel et si effectivement il participe au développement et notamment à la bancarisation, à l'inclusion financière. Et c'est ce qu'on va voir avec nos deux invités. Je commence avec Madame le ministre Aminata Kaba, Madame le ministre des télécoms et du numérique en Guinée, qui a derrière elle déjà une vingtaine d'années dans le secteur des télécoms à l'international, mais aussi en Guinée. Et Monsieur Yves Ionnet, qui est aussi un expert en technologie financière et qui est donc cofondateur de Scalit, qui est l'ancienne TACPay, pour ceux qui, pour nos lecteurs assidus, connaissent bien, et avec qui on va effectivement pouvoir parler de manière beaucoup plus précise de technologie financière, comment Scalit accompagne, comme elle le fait depuis une quinzaine d'années, les acteurs bancaires et institutions financières sur le continent en termes de digitalisation. Et donc, encore bonjour à tous les deux et merci d'être là. On commence, Madame le ministre, si vous le voulez bien, par un petit tableau. C'est bien d'illustrer le sujet par la Guinée, qui est là aussi les lecteurs d'Anna ont pu le voir parce qu'on s'intéresse beaucoup à la Guinée, qui est donc une véritable pépinière en termes de numérique aujourd'hui. Comment évolue le secteur de la fintech aujourd'hui en Guinée et quels sont finalement les principaux défis? Merci beaucoup, Dunia, déjà de m'avoir comme speaker sur ce petit panel. Déjà, en Guinée, nous avons un secteur très, très diversifié, on peut dire ça comme ça, en tout ce qui est nouvelles technologies de façon générale. Mais pour faire très court, il y a un contraste, en fait, d'évolution entre le taux de bancarisation qui reste très faible, qui est de 25% environ,
et le taux de pénétration de tout ce qui est services de paiement mobile, notamment tout ce qui est mobile money, qui est à peu près aujourd'hui de 17%. Donc, vous voyez que là, si je prends sur les dernières années, en fait, une évolution beaucoup plus rapide en termes de taux de pénétration du service mobile money, comparativement au taux de bancarisation qui reste faible. Mais il y a un mais, parce que dans le sens où le nombre d'acteurs dans le mobile money reste très faible. Au niveau local, par exemple, on n'a pas, il y a une très grande demande d'agrément pour tout ce qui est fintech, mais vu qu'au niveau réglementaire encore, le cadre réglementaire reste à améliorer, il y a beaucoup de demandes qui sont encore en attente parce que les agréments sont délivrés par la Banque centrale. Comme je disais tantôt, c'est le cadre réglementaire qui doit être mieux adapté. On a une loi sur la transaction électronique bancaire qui est déjà en cours, mais elle reste à être améliorée. Et ça, c'est très important pour tenir compte justement de tout ce qui est start-upper. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un quasi-monopole de ces multinationales, dans le sens où on a libéralisé, par exemple, les codes USSD que les gens utilisent, par exemple, pour faire tout ce qui est transactions électroniques. Mais il faut quand même passer sur le réseau des opérateurs de téléphonie mobile qui, aujourd'hui, signent des contrats qui ne sont pas forcément à l'avantage des start-upers. Quand on fait du 80-20% pour pouvoir utiliser leur infrastructure, ça reste quand même un gros défi. Donc, tout ça, ce sont des défis quand même que le cadre réglementaire doit pouvoir adresser. Il y a aussi tout ce qui est confiance numérique, c'est-à-dire les utilisateurs aujourd'hui utilisent beaucoup les services financiers mobiles en termes de paiement. Il y a aussi, comme je le disais tantôt, une forte disparité entre l'accès aux infrastructures entre les start-upers et puis les multinationales qui ont déjà si je prends par exemple les opérateurs de téléphonie mobile qui ont déjà leur propre infrastructure télécom, donc c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir ce genre de service, contrairement aux start-upers qui doivent utiliser le réseau de ces opérateurs qui aujourd'hui bloquent un peu, même si aujourd'hui en Guinée, il y a en place une loi qui encadre toute la loi des télécommunications qui exige la mutualisation des infrastructures, mais il faut savoir que ce genre de transactions, ou disons, ce sont des contrats commerciaux entre les start-upers et ces multinationales-là. Donc, on a beau avoir aujourd'hui libéralisé les codes USSD, si l'opérateur, par exemple, refuse ou demande en fait à un start-upper pour avoir accès à son réseau d'infrastructure, met en place un contrat qui n'est pas forcément à l'avantage du start-upper, ça reste quand même un gros souci pour favoriser l'éclosion de ces nouveaux start-uppers dans notre pays. Aussi, il reste encore l'utilisation du cash qui est très, très élevée. Les gens préfèrent garder leur argent. Ils n'ont pas forcément envie d'utiliser les services financiers mobiles ou bien ouvrir un compte bancaire pour des questions soit parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité ou bien parce que au niveau déjà à l'intérieur du pays, il n'y a pas assez d'institutions. Et comme en général, les gens utilisent les réseaux de distribution pour avoir accès à toutes ces transactions-là, aux différents services, ce n'est pas forcément l'idéal en fait pour la majorité de la population. Donc, bon, je vais quand même, et je pense qu'il est quand même assez important aussi avec les risques de cybersécurité, comment se passent ces opérations-là, quels sont les coûts liés et essayer d'encadrer aussi les coûts. Donc, voilà à peu près, grosso modo, je ne vais pas quand même monopoliser la parole, mais je pense que c'est quand même des défis dont il faut tenir compte et sans oublier aussi le manque de coordination, de collaboration entre les acteurs des paiements de services, des services de paiement mobile. Merci, parce que c'est un tableau assez complet et précis qui nous permet effectivement d'introduire le débat. Moi, je retiens quelque chose. Il y a donc en effet un travail de pédagogie financière finalement à faire, au-delà des défis en termes de régulation, de cadre législatif, d'infrastructures, etc., dont vous avez évoqué. Il y a effectivement ce travail de pédagogie financière à faire, non seulement en direction des acteurs du secteur, mais aussi des consommateurs. Et ça, ma foi, Yves, c'est surtout le travail de Scalit. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu justement comment finalement, puisque c'est ça la vocation de Scalit, comment est-ce qu'on met au service
du continent une technologie qui n'est pas forcément accessible à la fois sur le plan technique et puis aussi en termes d'usage. Oui, bon, merci beaucoup de m'inviter ici. J'étais très intéressé, évidemment, parce que Madame le ministre a dit tout à l'heure, j'ai un avis assez tranché sur tous ces sujets-là, donc je vais le partager avec vous. Moi, je pense que ce n'est pas le rôle des opérateurs télécoms de bancariser les gens. Je pense que là, l'Afrique, et pas que la Guinée, l'Afrique en général, a énormément progressé grâce à Orange, à MTN et à tous ces gros acteurs que vous qualifiez d'internationaux ou qui sont plutôt des étrangers, on va dire. Et le problème, c'est que la banque, c'est pas simplement un système de paiement ou un système de transfert. Et l'enjeu de la bancarisation, c'est pour moi de façon très forte ce que j'appelle la mobilisation de l'épargne locale. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui circule, mais cet argent n'est pas utilisé pour financer l'économie. Et le rôle d'un opérateur télécom n'est pas de financer l'économie. Le rôle de l'opérateur télécom, c'est de remonter son ARPU, c'est-à-dire remonter son chiffre d'affaires. Ils sont là pour ça. Donc, bien sûr, comme la nature a horreur du vide et que les banques ne se sont pas développées, on reviendra sur les raisons pour lesquelles je pense qu'elles ne se sont pas développées, les opérateurs télécoms se sont bien sûr précipités sur la partie mobile money. Ça leur permettait d'augmenter leur emprise, leur revenus et le service qu'ils livraient à leur clientèle. Alors, bon, ça, c'est des mots très théoriques. Maintenant, pourquoi dans la pratique, la banque ne s'est pas développée? Pourquoi est-ce qu'il y a un taux de bancarisation si faible? Alors, oui, il y a un problème d'éducation, mais là, je féliciterai un peu les opérateurs télécoms qui ont quand même prouvé que la majorité de la population est capable d'utiliser un téléphone pour gérer son argent. Alors, pour faire des paiements, j'entends bien, mais c'est tout de même de l'argent et c'est tout de même la preuve qu'avec les technologies mobiles, on est capable de pouvoir livrer des services financiers à une masse de population très importante. Maintenant, si je parle de la banque, en fait, l'histoire de la banque, c'est que on a créé les banques africaines pour servir, on va dire, les entreprises ou les gens qui sont dans le haut de la pyramide. Pourquoi on a fait ça? C'est pas parce qu'on voulait plus servir ces gens-là, c'est que les technologies bancaires n'étaient pas adaptées à la fois en termes de coûts et en termes de facilité d'utilisation à l'ensemble de la population. D'accord? On était dans une époque où la banque avait été conçue en Occident, et ça a mis beaucoup de temps aussi en Occident d'ailleurs, mais en Occident, on avait réussi à inclure tout le monde dans la banque parce que le système lui-même, avec les agences, avec les systèmes de compte, avec la gestion de l'argent et des relations avec le client, était adapté à une population d'abord qui pouvait payer, qui pouvait se déplacer et qui pouvait lire et écrire, enfin avoir toutes les fonctions que la banque utilise aujourd'hui en Occident. Et la banque africaine a très naturellement utilisé ces mêmes technologies et ces mêmes process. Bon, et c'est ça qui a abouti au fait que la majorité de la population n'a pas pu avoir accès à ces services financiers. Là où les choses changent, et c'est là où Scalit rentre dans la musique, c'est que les technologies bancaires sont en train de se transformer. Et quand on parle des fintechs, c'est ça dont on parle. Donc, aujourd'hui, on est capable de mettre en place des services financiers à des coûts très bas, avec des facilités très simples d'utilisation, et surtout, et ça, Madame la Ministre, je veux vraiment le dire fortement, de façon complètement indépendante des opérateurs télécoms. Tant qu'on dépendra des opérateurs télécoms pour bancariser les gens, on n'arrivera pas à bancariser puisque ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est d'augmenter leur ARPU, pas plus. Et donc, ces technologies, typiquement ce qu'on développe chez Scalit, c'est des technologies qui sont strictement bancaires. Tous nos clients sont des banquiers ou on va dire, des émetteurs de monnaie électronique ou des émetteurs de paiement. Mais en tout cas, ce ne sont pas des opérateurs télécoms parce que nos technologies ont pour objectif de mobiliser l'épargne locale, de servir des prêts et de faire qu'un cercle vertueux se met en place. L'argent qu'on dépose dans la banque est transmis dans les entreprises qui créent des jobs et ces jobs génèrent plus d'argent, etc. C'est pour lequel l'Afrique a été pionnière et c'est cette banque-là qu'on vend nous maintenant dans une petite quarantaine de pays et qui aujourd'hui commence à intéresser l'Occident parce que évidemment il ne s'agit pas de banques spécifiques pour les pays qui n'ont pas de compte en banque. Il s'agit d'un système bancaire de dernière génération qui a énormément d'avantages et toutes les banques du monde vont être intéressées par ces technologies-là. Et je dirais que dans une situation où il y a un vrai besoin d'inclusion financière, c'est là où il y a le plus de demandes, c'est là où il y a le plus de besoins, parce qu'évidemment, pour servir cette population,
les populations non bancarisées, ben, ça fait un énorme appel d'air que les banquiers devraient, doivent, et qu'il faut motiver les banquiers à cibler. Voilà. Sauf que si je me permets, Oui, je Yves, vous en prie, Madame la Ministre. c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que les opérateurs de téléphonie n'ont pas pour vocation de bancariser les gens, mais ils sont en fait, comme on dit, la nature a horreur du vide, c'est une opportunité qu'ils ont parce qu'ils ont un certain nombre d'abonnés qui est assez conséquent. Si on prend par exemple le taux de pénétration de téléphonie mobile dépasse les 110%. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, ils utilisent leur infrastructure pour avoir accès à leurs abonnés. Donc, la majorité des abonnés aujourd'hui, des clients des opérateurs de téléphonie mobile en termes de services financiers mobiles, ce sont leurs clients, leurs abonnés en fait. Je comprends bien. Et aujourd'hui, d'autres acteurs font, par exemple, si je prends le cas de la Guinée, on a d'autres acteurs comme Paycard, par exemple, qui est une jeune start-up qui ne se sert pas de l'infrastructure des opérateurs de téléphonie mobile alors du tout. Mais, et là, c'est la même chose avec Wave aujourd'hui, qui ont trouvé des solutions innovantes où ils ont accès, ils ont eux-mêmes créé leur propre base de données pour pouvoir justement bancariser les personnes qui n'ont pas accès, en fait, à ces infrastructures, non seulement des opérateurs de téléphonie mobile, mais qui s'adossent quand même au niveau des banques, parce que pour que tu puisses avoir ce genre de service en tant que start-up, il faudrait bien que tu fasses un dépôt au niveau de la banque centrale, que tu aies une base de données assez fiable, que toi-même tu cherches tes clients et ensuite pouvoir faire ces transactions. Donc aujourd'hui, Wave, le modèle Wave, pourquoi ça a pu concurrencer en fait Orange Money au Sénégal, c'est tout simplement parce qu'ils ont utilisé le système de QR code pour avoir leur propre base de données. Donc, et aujourd'hui, ils ont aussi baissé leurs coûts. Enfin, ils ont compétitifs par rapport à Orange Money, c'est ce qui leur a permis de rentrer dans le marché sénégalais. Et donc, il faudrait quand même qu'il y ait ce genre d'innovation et ce genre de méthodologie aussi pour concurrencer ces opérateurs mobiles. Vous savez, la technologie évolue tellement vite qu'avant, quand je prends l'Internet, c'était le monopole de ceux qui faisaient tout ce qui était satellite. Après, les opérateurs téléphoniques ont fait leur entrée sur le marché avec l'accès aux fréquences. Et aujourd'hui, ils dominent en fait le secteur. C'est la même. En fait, il y a plus de frontières. En fait, la technologie fait qu'il y a plus de frontières au niveau des différents secteurs. Aujourd'hui, les services financiers mobiles, tout ce qui est Orange Money, mobile, les opérateurs de téléphonie mobile, ce n'est plus maintenant le système bancaire. Aujourd'hui, ils proposent des services de paiement direct. Donc, je pense que c'est le fait même que les gens puissent faire des paiements de divers services sans forcément en utilisant leur téléphone mobile qui facilite en fait l'accès de ces, la dominance de ces opérateurs-là, non seulement dans leur propre secteur, leur certaine prédilection, qui est la téléphonie mobile et l'Internet, mais aussi ça leur permet d'aller vers d'autres secteurs, tout simplement parce qu'ils ont l'infrastructure en place, ils ont le nombre d'abonnés, et donc pour faire après la relation entre les services dont ont besoin leurs clients et leur infrastructure, c'est beaucoup plus facile pour eux comparativement aux nouveaux entrants qui d'abord doivent faire face au fait qu'ils n'ont pas de base de données clients, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'abonnés à proprement dit. Il faut qu'ils trouvent des solutions, il faut qu'ils réfléchissent à des solutions innovantes comme les QR codes pour pouvoir faire leur propre base de données. Il faut aussi qu'ils fassent, en fait, qu'ils aient des coûts assez compétitifs. Donc, quelque part, il faudrait qu'ils aient un support derrière, financier derrière, pour pouvoir concurrencer les nationales qui ont accès au cash pour faire, en fait, pour tout ce qui est investissement en tant que tel. Oui, non, mais je ne minimise pas le succès des opérateurs télécoms, et je ne minimise pas du tout, je l'ai dit d'ailleurs, ce qu'ils ont pu apporter aux populations africaines avec les services. Mon point simplement, c'est de dire que l'opérateur télécom, il fait une toute petite partie de la banque. La banque, ce n'est pas un système de paiement. La banque, comme je l'ai dit, c'est une organisation qui respecte des règles très strictes, parce qu'évidemment, elle va être la garante de l'épargne ou de l'argent des citoyens, et ce que ne sont pas les opérateurs télécoms, et ces garanties et ces règles strictes, elles lui donnent le droit de faire des prêts, de financer l'économie. Et il est indispensable pour gérer un pays comme la Guinée, comme tous les autres pays d'Afrique, de développer le système bancaire au-delà des opérateurs télécoms. Il faut trouver à faire le biais, le pont. Parce que, alors, est-ce que ça va être coopérant avec les opérateurs télécoms ? Moi, je pense que ça va être très difficile, parce que je pense qu'ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Un opérateur télécom n'a pas l'objectif de bancariser les gens, n'a pas comme objectif de développer l'économie.
Une banque, ça a comme objectif très long terme de développer l'économie et de financer les écosystèmes locaux. Et donc, il faut qu'on travaille sur l'arrivée de nouveaux acteurs bancaires ou des acteurs bancaires anciens qui utilisent les dernières technologies pour, alors j'ai envie de dire, soit pour concurrencer, soit pour rentrer dans le même schéma que les opérateurs télécoms. Mais il faut qu'à un moment donné, le monde bancaire bouge. Parce qu'il ne faut pas considérer que parce que quelqu'un utilise Orange Money, il est bancarisé. Bien sûr qu'il ne l'est pas. Et donc, c'est tout l'enjeu des nouvelles technologies bancaires que je représente ici. Notre vision, c'est de se dire la banque a besoin de se transformer pour pouvoir servir l'ensemble de la population tout en jouant son rôle. Et je voudrais rebondir sur une chose que vous avez dit qui me paraît très intéressante, c'est que, évidemment, les fintechs qui sont partout, et moi je les connais bien sûr, elles ont du mal à s'imposer dans un monde bancaire à cause de la régulation. Et là, je pense que, et du financement, mais tout ça, c'est un petit peu lié. Je pense qu'il y aurait quelque chose de très vertueux, ce serait de travailler avec les banques pour qu'elles développent ce qu'on appelle le BaaS, de la banque as a service, c'est-à-dire qu'elles puissent se connecter techniquement avec les fintechs et apporter aux fintechs les droits, la régulation, les certifications et gérer l'activité bancaire pendant que les fintechs apportent leur innovation, la connaissance de leurs clients, de leur métier, du vertical, de la cible qu'ils connaissent et qu'ils peuvent servir. Et là, il y a un moyen de développer, je dirais, de façon parallèle, le système bancaire en utilisant les dernières technologies. Et c'est là-dessus, nous, qu'on se positionne en se disant tout acteur bancaire en Afrique devrait s'équiper des plateformes digitales qui doivent leur permettre de coopérer avec les fintechs pour apporter des services financiers au maximum de population. Merci, parce que pour le coup, l'échange il est extrêmement vivant et finalement, vous évoquez toutes les problématiques concernant le secteur et c'est intéressant de voir justement à la fois les rôles et les attentes de chacun. Donc, à titre de conclusion, et je vous demandais vraiment d'être très court, selon vous déjà, comment est-ce que de manière très concrète, finalement, on peut faire de ce secteur, valoriser encore davantage ce secteur de la fintech et finalement en faire un véritable levier de développement? Et finalement, qu'est-ce que chacun vous attendez de l'autre? Qu'est-ce qu'un opérateur privé attend, comme Skylit attend du secteur public? Et qu'est-ce que le secteur public attend d'un opérateur privé comme Skylit? Madame la ministre. D'accord. Pour moi, je pense que pour faire très rapide, parce que le temps est presque consommé, je pense qu'il est assez important qu'il y ait une certaine collaboration et coordination entre ces divers acteurs, en fait, pour que ça marche. Parce que sans ça, lorsqu'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de coordination, les défis continuent à rester énormes et il n'y a pas d'évolution. Et comme on dit, ça ne profite pas à l'économie. Et l'objectif réellement, c'est que ça puisse développer l'économie nationale, parce que non seulement en créant des emplois, mais également en faisant tourner l'argent, parce que le but d'une économie, c'est que l'argent, ça tourne. Et si l'argent ne tourne pas, il n'y a pas de raison d'être, parce que de toute façon, aujourd'hui, les différents acteurs profitent du fait que les clients déposent du cash, font des dépôts que eux, ils utilisent pour faire des investissements. Pour leur propre compte. Parce que le gros problème pour moi en Afrique aujourd'hui, si je prends le cas de la Guinée, la plupart des banques, c'est des banques primaires. Et l'accès au crédit est très compliqué, même si aujourd'hui, il y a des institutions de microfinance qui facilitent l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises, aux start-upers, ça reste quand même un énorme défi. Les gens utilisent les banques aujourd'hui pour déposer de l'argent, pour prendre leur salaire. C'est vraiment pour des services basiques. Alors qu'aujourd'hui, pour développer une économie, il faudrait que les gens aient l'accès au crédit, qu'ils puissent avoir des financements pour développer leur business. Et ensuite, ça permet de créer un écosystème assez important qui permet non seulement de développer l'emploi, mais permettre le développement des différents services, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de la pêche. Enfin, tout ce qui est écosystème de start-up, pas seulement au niveau de la technologie, mais tout ce qui est la population de masse qui aujourd'hui ont besoin réellement de financement et d'accès au crédit. Il faudrait réellement qu'il y ait cette collaboration-là et qu'on change l'approche aujourd'hui qui est seulement de déposer, de transférer de l'argent. Parce que la majorité des transactions aujourd'hui, c'est le paiement, soit c'est le dépôt, soit c'est le... Voilà. C'est vrai que de plus en plus, on voit que les gens commencent, je prends l'exemple de la Guinée, par exemple, avec la digitalisation, qui est un des... Quand même, c'est quelque chose qu'on prend à bras le corps, parce que c'est réellement une volonté politique.
c'est qu'on veut favoriser l'utilisation du digital dans notre pays pour favoriser l'utilisation et avoir l'accès moins au cash, que les gens puissent réellement tourner beaucoup plus sur des paiements en ligne ou bien utiliser des cartes bancaires ou bien utiliser leur téléphone mobile pour faire des paiements, que ce soit l'électricité, comme ça se passe dans les autres pays, que ce soit les factures de façon globale. Et ça permet non seulement moins de circulation de cash, donc ça diminue la fraude, ça diminue le blanchiment d'argent, mais au moins ça permet de garder l'argent au sein du pays et de faire tourner l'économie. Donc je pense qu'il est assez important qu'il y ait une forte collaboration, donc aussi une réglementation beaucoup plus appropriée pour faire face à tous ces défis et réellement créer une économie durable et aussi qui va servir en fait les différents acteurs, mais également le pays de façon générale. Très bien. Yves, même exercice, mais vraiment 5 minutes. Oui, rapidement. Donc moi, comme je m'adresse à Madame la Ministre, j'ai envie de dire le rôle du gouvernement et de l'administration est très important dans ce domaine. Comme on l'a dit, il y a une vitalité très forte des fintechs. Et je pense que travailler avec la Banque centrale pour faire évoluer la régulation, pour que ces fintechs puissent trouver une place, peut-être en coopération avec les banques, bien évidemment, mais qu'elles puissent se développer, c'est absolument critique parce que l'Afrique nous a appris quelque chose de très important dans la banque. On a fait une banque c'est le même service pour tout le monde. J'appelle ça la banque pour tous. On a eu ça dans tous les pays du monde. On a en fait une offre bancaire qui est toujours la même et qui change simplement avec les logos. Et l'Afrique nous a montré qu'il fallait maintenant passer à un stade où on allait vers les banques pour chacun. C'est-à-dire, vous avez parlé des pêcheurs, des paysans, les jeunes entrepreneurs, les mamans. Tous ces gens-là ont des besoins de services spécifiques. Et ça, ce sont les fintechs qui savent ça. Ce sont les fintechs qui peuvent les atteindre. Donc, il faut que les banques puissent travailler avec les fintechs. Vous parlez de coopération. Je suis convaincu qu'il y a une mine d'or à développer entre les banques qui ont, je dirais, la pertinence et le sérieux de pouvoir répondre à la régulation, et puis les fintechs qui ont la dynamique et la connaissance du terrain. Et c'est là où quelque chose doit se passer. Et je reviens un peu sur Scalit. Nous, on fournit des technologies aux banques qui leur permettent de faire ça. Et ça me paraît absolument essentiel pour le développement de l'économie. Merci Yves, merci Madame le Ministre. Je pense qu'effectivement, on a évoqué à la fois les défis, mais le potentiel. Et ce qui est intéressant à travers vos deux propos, c'est de voir effectivement le rôle du public et le rôle du privé. Et ma foi, c'est tout la vocation de cet exercice Anatole et cette séquence débat. Merci encore à tous les deux. Ainsi, le développement est au rendez-vous à condition que l'Afrique saisisse les opportunités qui se présentent. C'est un peu le résumé de cette émission. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et je saisis l'occasion pour un message, d'abord un message de remerciement. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre à travers notre site, à travers Anamag ou Anatalk. Et c'est aussi un moment un peu spécial pour nous puisque nous fêtons nos 7 ans. 7 ans déjà. Et c'est aussi un moment un peu spécial puisque nous venons d'être accrédités par la Rwanda Media Commission en tant que premier média panafricain enregistré ici au Rwanda où nous sommes, vous le savez, établis. C'est important pour nous et on tenait à le partager et c'est à ce titre que nous allons lancer une campagne spéciale anniversaire. Je suis panafricain, je suis Anna, donc retrouvez-nous très vite sur les réseaux sociaux. Merci.